Bon, je vais peut-être déjà vous souhaiter la bienvenue à tous. Alors, on est réunis aujourd'hui dans un format qui, pour nous, idéal, c'est ce qu'on appelle le format post-AG. Alors, si on traduit ça en français, ça veut dire que ce soir a lieu notre assemblée générale et qu'en général, cette assemblée est suivie d'une rencontre comme celle qu'on a décidé d'organiser ce matin et d'un pot amical. Et comme malheureusement, on n'était pas en mesure d'organiser ça dans une vraie salle avec de vrais apéritifs, on a décidé de ne pas mobiliser en fin de journée, et finalement avec cette chaleur, je crois que ça tombe bien pour tout le monde, et de dissocier donc notre assemblée générale de cette rencontre et de vous la proposer ce matin avec un café si vous en avez un. Voilà, donc bienvenue et bien sûr, on espère très vite pouvoir se retrouver tous dans un vrai lieu comme on l'attend depuis un certain temps. Voilà, donc là, ces échanges se dérouleront en présence de Suzanne Chamy, la déléguée générale d'IDEAS que vous connaissez bien, de Sylvie Cornu, la responsable de communication qui a été bien à la manœuvre aussi pour cette organisation, et avec nos invités que je vais vous présenter dans quelques minutes. Donc on a choisi comme thème monde associatif, philanthropie, quel levier pour agir ensemble. Et finalement, avec un peu de recul, mais moi qui n'étais pas là lors de la création d'IDEAS, ça nous ramène peut-être aux fondamentaux d'IDEAS, puisque l'IDEAS s'est créé sur cette, entre autres, mais sur cette préoccupation de rassembler à la fois le monde associatif, les acteurs de la philanthropie, les financeurs, autour d'un corpus commun, d'un langage commun, d'outils communs. Et finalement, c'est quelques 10 ans après, puisqu'on n'a pas pu en 2020 célébrer les 10 ans comme on aurait voulu le faire, on le fait d'une certaine façon aujourd'hui avec cette problématique qui était fondamentale pour nous, qui est fondamentale pour nous, réfléchir à une façon d'agir ensemble pour l'intérêt général. Donc je ne vais pas détailler tout ça, vous le connaissez bien, mais vous savez que IDEAS a développé maintenant il y a plus de 10 ans ce guide des bonnes pratiques qui a été co-construit avec de nombreux acteurs pour définir des points de référence en matière de gouvernance, de transparence financière, de pilotage, stratégie, évaluation. Les termes ont un peu évolué au fil du temps, mais ce sont bien les fondamentaux autour desquels on a travaillé, de façon à s'adresser à l'ensemble des acteurs et de fournir des outils qu'on considère comme utiles pour la montée en compétence des associations, fondations et fonds de dotation auxquels ce guide s'adresse également. Ils sont peu nombreux à s'en servir, mais c'est bien ouvert. Voilà, je vous souhaite à tous la bienvenue et je vous présente nos intervenants que vous connaissez peut-être déjà, mais qu'on ne sont peut-être pas réunis ensemble, donc on est heureux d'avoir pris cette initiative. Donc, je vais commencer peut-être par Céline Lorichès, qui est la présidente de Pro Bono Lab. Pro Bono est en train d'évoluer, je crois, de façon assez significative. Céline nous en dira plus. Et Céline également la fondatrice de l'agence Assemble. On a le plaisir d'accueillir, alors pardon, je ne fais pas d'ordre, Thaïs Marzouki, qui a pris récemment ses fonctions comme secrétaire général du HCVA, une fonction très importante. Et très heureux aujourd'hui d'accueillir Caïs parce qu'en fait, il n'y a peut-être pas beaucoup d'occasions de vous rencontrer et de vous entendre. Et on a eu dans tous les échanges qu'on a pu avoir avec vous depuis quelques mois vraiment des échanges très riches et qui nous montrent à quel point il faut s'appuyer sur les travaux du HCVA, mieux les connaître. C'est vraiment une mine pour le secteur associatif et on est heureux de vous donner la parole et vous rendre ces travaux un peu plus visibles. Je pense que quelque part, parmi les nombreux participants, se trouve Chantal Bruno qui vous a précédé et avec qui on a eu également grand plaisir à travailler, qui nous a fait l'honneur de rejoindre le comité label IDEAS, dans lequel elle joue un rôle évidemment très important. Donc bienvenue Caïs autour de cette table. Et enfin, je salue la présence de Florian Covelli, qui est extrêmement occupé, avec qui on a beaucoup échangé dans ses fonctions auprès de la Fondation de France il y a quelque temps, et puis surtout maintenant de façon beaucoup plus proche encore, en tant que délégué général de l'IFMA, qui est là aussi de création un peu récente, donc je pense que c'était une bonne occasion de présenter l'Institut, de présenter ses objectifs, de présenter aussi les liens de partenariat que nous avons déjà mis en place avec IDEAS. Donc
bon, moi je vais vite m'effacer pour vous laisser la parole, mais je voudrais vraiment insister, et j'espère que les nombreux participants se rendent compte sur la chance que vous avez peut-être d'avoir ces différentes personnes autour de la table, d'abord parce que peut-être pas beaucoup d'occasions d'échanger ensemble, et puis de donner la parole à des personnes qui sont peut-être très très efficaces, mais moins présentes dans nos différentes tables rondes et rencontres. Donc on va commencer par donner la parole à Kaïs Marzouki, qui chacun de vous va se présenter en quelques minutes ainsi que ses activités, puis on rentrera un peu plus tard dans le débat. Merci. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'associe à ce que vous avez dit donc, pour d'abord vous exprimer ma joie d'être parmi vous. Évidemment, c'est vrai que donner la parole au SCVA, ce n'est pas chose courante, mais le SCVA a plus, comment dirais-je, l'habitude de communiquer par ses habits, par ses rapports, etc., plutôt que directement. Je salue, comme vous avez pu le faire aussi, l'ancienne secrétaire générale donc, du HCVA, donc Chantal Bruno, qui est parmi nous aujourd'hui. Donc, en deux mots et rapidement, pour situer un tout petit peu le HCVA, le Haut Conseil à la vie associative est une instance de consultation présidée par le Premier ministre. Donc ça, c'est un élément important à savoir. Il est formé de 25 experts plus 5 personnalités qualifiées et des représentants d'élus, des représentants des administrations. Il a 3 manières peut-être d'intervenir dans la discussion et dans la réflexion. C'est que d'abord, par la loi, donc, il est obligatoirement saisi des projets de loi et de décrets qui concernent la vie associative. Il peut lui-même, ça c'est le deuxième élément, se saisir de toute question relative aux associations, quel qu'en soit le secteur d'activité, et dans des conditions très particulières, ça c'est le troisième élément, être saisi par des associations pour donner un avis sur un sujet qui, lui, serait soumis. Tout dernièrement, donc c'est ce qu'il a fait récemment, mais j'y reviendrai en cours de discussion peut-être. Un point important quand même pour conclure cette présentation succincte sur le Haut Conseil, en vous disant que le Haut Conseil est une instance d'expertise et non de représentation. C'est-à-dire que le Haut Conseil ne représente pas les associations, bien évidemment. La représentation n'est pas dans ses prérogatives. Vous comprendrez bien, donc, même aujourd'hui, que je ne développe pas de plaidoyer. Ce n'est pas le rôle du Haut Conseil de développer un quelconque plaidoyer, mais le rôle essentiel, fondamental du Haut Conseil est d'être force de proposition et d'appui au pouvoir public et aux élus, et éventuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux associations dans des conditions très particulières. Donc, c'est ce qui fait la spécificité du Haut Conseil. En conclusion, je dirais que le Haut Conseil a fait, évidemment, dans la mesure de ses moyens, avancer un certain nombre de choses, de points. On l'a vu et on est en train de le voir dans au moins 2 lois qui sont en cours d'adoption aujourd'hui. Il est partie prenante de tous les débats et de tout ce qui concerne la vie associative aujourd'hui. Voilà donc en 2 mots et très rapidement, donc j'y reviendrai si vous le souhaitez tout à l'heure. Je voulais, puisque l'occasion m'en est donnée, aujourd'hui et très rapidement engager en tout cas le débat autour d'un élément qui est important pour le Haut Conseil, qui est en train de travailler actuellement sur la question de la concurrence entre le secteur lucratif et le secteur non lucratif. Donc, en 2 mots,
l'idée qui sous-tend sa réflexion est que les choses sont en train d'évoluer, tant entre donc, les associations et les entreprises. Il y a un type de concurrence qui est en train de s'instaurer entre les deux. Et il y a une transformation aussi importante entre dans les relations entre les associations et les pouvoirs publics. Pour la première partie, qui est celle portant sur le monde lucratif et le non lucratif, on voit bien que depuis un certain nombre d'années, il y a, comment dirais-je, le secteur lucratif qui est en train de prendre des parts non négligeables dans ce qui était du domaine exclusif des associations. Donc, c'est bien un type de concurrence qui ne se cache plus. Je peux prendre plusieurs exemples, mais je n'aurai pas évidemment le temps de détailler tout cela. Je peux prendre l'exemple de l'aide à domicile, qui est très parlant, et ou alors le secteur médico-social. L'exemple le plus parlant est ce que nous constatons aujourd'hui avec la crise sanitaire, avec les problèmes que nous avons vus sur le manque de lits, etc. On voit bien que la question de ce qu'il s'appelle la rationalisation, évidemment, du secteur médico-social, il est donc il exclut de fait ou il éloigne de plus en plus donc les activités associatives. Donc, on peut dire en conclusion que les associations sont dans une spécialisation contrainte dans les secteurs les plus difficiles actuellement. Donc, et c'est vrai que ça pose un problème à ce niveau-là, notamment en termes justement de moyens à déployer et d'éléments qu'on peut justement amener à ce niveau. Le deuxième point que j'avais évoqué tout à l'heure, et je vais terminer sur ça, c'est les difficultés qu'il y a de plus en plus entre les pouvoirs publics et les associations. Je prendrai un exemple, évidemment, pour illustrer tout cela. C'est en lien avec ce que je disais en introduction, quand je vous parlais justement comment dirais-je, que le gouvernement, en quelque sorte, est un peu frileux aujourd'hui, de plus en plus frileux en tous les cas, par rapport aux associations, par rapport à la subvention. Il a plus, pour se protéger, entre guillemets, recours au marché public. Je pense notamment à ce qui s'est passé pour la Fédération Solidarité Femmes, où le gouvernement a essayé, a tenté, heureusement, que les choses ont changé depuis, qu'il a renoncé à cela, donc de mettre en marché public donc, ce que l'association faisait depuis une vingtaine d'années au profit des femmes, donc victimes de violences. Tout cela est en lien, bien évidemment, à mettre en lien avec le cadre général de comment dirais-je, du cadre général, donc des règlements européens en quelque sorte. Il faut dire que le gouvernement est frileux par rapport à ça. Il a plus tendance donc à aller vers le marché et à travailler plus donc dans ce cadre-là. Donc, je vois que j'ai dépassé très très largement mon temps de parole et il y a un certain nombre de personnes qui me font signe que je dois arrêter. Bon, j'arrête, mais j'y reviendrai peut-être avec vos questions tout à l'heure. Merci à vous.
Merci pour cette introduction. Vous avez posé beaucoup de questions très pertinentes et effectivement beaucoup de choses à dire. Je vais rebondir juste sur un tout petit point parce que Solidarité Femmes a été labellisé IDEAS et donc on a suivi très près effectivement ces difficultés. Moi par ailleurs, pardon pour cette parenthèse, je suis très active dans des réseaux professionnels de femmes et donc on a suivi également et donc avec cette double casquette, j'ai fait partie des personnes qui ont vraiment agi pour essayer de trouver une issue positive. Donc, c'est un dossier qu'on connaît bien. Pour prolonger votre intervention, on va tout de suite donner la parole à Florian qui va nous montrer en quoi la bonne connaissance du monde associatif permet de répondre à certaines de ces problématiques, en tout cas. Merci, Florian. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir invité l'Institut à partager et merci d'avoir choisi cette thématique aussi large que passionnante. L'Institut français du monde associatif a été créé en janvier 2019. Donc nous sommes un jeune organisme pour renforcer, diffuser la connaissance du monde associatif avec deux ambitions. La première, c'est que la contribution associative à la société et à la démocratie soit mieux reconnue. Et la deuxième, c'est de développer des recherches qui répondent aux besoins du monde associatif et de diffuser largement les travaux des chercheurs pour que la connaissance se transforme en compétences. En 2 ans, nous avons déjà identifié une centaine de projets de recherche. Nous avons soutenu 25 nouvelles recherches portées par 50 chercheurs. Et parce que notre mission est de répondre aux besoins du monde associatif, nous avons lancé une grande consultation auprès du monde associatif. Au total, ce sont 300 personnes qui ont été consultées et qui nous ont fait remonter 12 principaux enjeux de connaissances pour le monde associatif que je vais vous restituer en quelques minutes. Et je vous partage simplement mon écran. Et en principe, vous voyez mon écran. C'est bon? Ok, on me dit oui. Alors, cette présentation s'organise en 3 chapitres de connaissances. Le premier chapitre de besoins concerne les modèles socio-économiques associatifs et la création de valeur. Il y a une première attente extrêmement forte de mieux comprendre ce qui fait la spécificité des modèles socio-économiques des associations et en particulier ce qui les différencie des 2 modèles surplombants que Kaïser Marzouki évoquait à l'instant, le modèle institutionnel des associations qui seraient dans une posture de prestation de services publics et puis un modèle à impact, c'est-à-dire là plutôt des associations comme entreprises sociales. Et là, il s'agit notamment de comprendre la fonction sociopolitique des associations, du fait associatif, qui échappe à ces 2 autres modèles. Quand on dit fonction sociopolitique, c'est la fonction d'interpellation des pouvoirs publics sur les besoins sociaux, d'innovation sociale ou encore de création de liens sociaux. Ensuite, les dirigeants associatifs nous expriment leurs besoins d'outillage intellectuel et stratégique pour mieux maîtriser, mieux piloter les 3 leviers que vous voyez ici sur lesquels reposent les projets associatifs. Sur le pilier des richesses humaines associatives et de l'engagement associatif tout d'abord, il y a des questions concernant l'articulation entre les différentes formes d'engagement, salariés bénévoles, sur les motivations et les grandes mutations de l'engagement bénévole, et puis un besoin aussi de mieux documenter le monde associatif en tant que monde du travail. Ça a été peu fait, alors qu'on le sait, le monde associatif représente 10% de l'emploi privé, donc c'est important. Sur le second pilier, l'hybridation des ressources financières, il y a un besoin d'éclairer l'évolution des composantes publiques, privées des ressources associatives et aussi l'impact des mutations des financements sur les projets associatifs eux-mêmes. C'est une réflexion qui a commencé à être posée dans le cadre des paysages associatifs de Viviane Chernonog et qu'il faudra prolonger. Et puis sur le troisième pilier des projets associatifs, il y a un grand besoin de mieux maîtriser la mobilisation de coopération et d'alliances stratégiques parce que c'est un facteur de déploiement des modèles associatifs et même de résilience face à la crise. Et puis dernière question de ce chapitre, quelle est la valeur sociétale créée et partagée par les associations? Comment rendre compte de leur rapport qualitatif à la société et à la démocratie, avec là un besoin de connaissances qui s'exprime à 2 niveaux. Premièrement, comprendre la part des associations dans la prise en charge de l'intérêt général et deuxièmement, analyser aussi leur contribution à la transformation de la société.
Le deuxième chapitre de connaissances issues de cette consultation concerne la gouvernance et la démocratie. Tout d'abord, comment s'organise l'intelligence collective au service du projet? Question qui se décline à deux niveaux. Vous voyez les cercles concentriques. En interne, la question est principalement comment répondre à la fois aux aspirations des membres à plus d'horizontalité et de collégialité, mais aussi à un surcroît de professionnalisation dans un environnement de plus en plus technique et judiciarisé qui entraîne finalement une forme de recentralisation, voire de verticalisation des gouvernances. Donc, injonction contradictoire, horizontalité, verticalité. Ensuite, il y a un besoin de mieux comprendre la gouvernance dans sa dimension externe comme un outil de coopération et de transformation de son propre écosystème. Et puis, vous voyez le petit schéma corps intermédiaire, les associations sont aussi questionnées dans une dimension démocratique en tant que corps intermédiaire entre citoyens et États. Et puisque les associations sont placées en tête des instances de confiance par les Français, juste derrière les maires, nous disent les enquêtes, il serait intéressant d'analyser en détail les mécanismes de confiance sous-jacents au modèle associatif pour comprendre finalement le rôle qu'ils jouent face à la crise de représentativité que l'on traverse. Et puis, vous voyez à droite le signal Wi-Fi, c'est simplement pour pointer que l'environnement numérique et sa mutation sont également un sujet de connaissance lié aux enjeux de gouvernance et de démocratie. Et là, l'enjeu est de savoir si les outils numériques peuvent dynamiser la vie associative, démocratiser la vie publique, ou à l'inverse, s'ils constituent plutôt une menace sur le lien associatif et sur la délibération collective. L'impact du numérique sur l'engagement associatif et sur les formes de mobilisation collective informelle, on l'a beaucoup vu ces dernières années, sera également à mesurer. Et puis le dernier chapitre de restitution de cette consultation concerne les frontières du monde associatif. Les frontières qui sont des angles très intéressants pour mieux connaître et mieux reconnaître l'identité associative. La première frontière, c'est la frontière historique. L'histoire du monde associatif a été très peu écrite alors qu'elle est essentielle aux acteurs, essentielle pour deux motifs. En premier lieu, pour la prospective. Dans une période de profonde mutation du secteur, plonger aux racines de son histoire est nécessaire pour se projeter loin dans l'avenir. Et puis en second lieu, pour le plaidoyer. Le regard historique doit nourrir un récit sur le rôle essentiel du fait associatif dans l'histoire de l'intérêt général. On y reviendra tout à l'heure sur le couple, l'histoire du couple, philanthropie et monde associatif. Et puis, concernant la géographie, autre frontière, le premier échelon, c'est l'échelon territorial. On a besoin de compléter la statistique nationale par une connaissance renforcée du monde associatif dans ses disparités territoriales. Et rattaché à cet échelon, il y a aussi le besoin d'étudier les territoires comme des espaces de coopération, de mieux comprendre les différents types d'interactions localement et de mieux appréhender les freins et accélérateurs aux partenariats et alliances territoriales. Et puis, pour terminer ici cette restitution, la dernière question identifiée concerne les limites ou dépassements de l'intérêt général avec deux enjeux de connaissance. Le premier, c'est d'éclairer la réalité de pratiques limites du point de vue de l'intérêt général, de l'intérêt collectif, les associations hors la loi, d'en mesurer le poids, éventuellement pour déconstruire les préjugés, et puis pour engager les régulations le cas échéant. Et puis le deuxième enjeu, ici, c'est d'étudier le dépassement des frontières de l'intérêt général à travers leur fonction d'innovation sociale, la fonction d'innovation sociale et d'expérimentation des associations. Je développerai tout à l'heure la question européenne. Et simplement, pour terminer sur les enjeux de connaissance, de la connaissance du fait associatif pour la philanthropie, puisque là, on embrasse bien les deux sujets aujourd'hui. Il est intéressant de pointer en fait trois leviers stratégiques pour la philanthropie d'une connaissance renforcée du monde associatif. Il y a un levier, premier levier, qui est un levier prospectif, parce qu'une meilleure compréhension des mutations et besoins futurs des associations peut permettre d'affiner la planification stratégique des fonds et fondations. Le deuxième levier, c'est un levier de transformation. Quand on a l'ambition de transformer la société, ce qui est une promesse de la philanthropie stratégique, alors il semble déterminant d'analyser, de comprendre les mécanismes de transformation sociétale des associations elles-mêmes. Et puis, enfin, j'en termine là, un levier de valorisation. La philanthropie française peine aujourd'hui à rendre compte de ses effets sur la société. Et c'est ce qui lui manque pour rayonner pleinement auprès du grand public, mais aussi pour parfois passer les caps de discussion de loi de finances, par exemple. Et sans doute qu'elle aura besoin que l'on éclaire davantage la valeur créée par le monde associatif pour pouvoir mesurer pleinement ses propres effets.
Merci Florian pour cette présentation très riche. Donc pour répondre à des questions sur le chat, et d'ailleurs je vous invite à vous en servir, j'aurais dû le dire en ouverture, les éléments qui sont présentés, notamment les diapositives, seront à la disposition des personnes inscrites. Donc vous avez mis le doigt sur beaucoup de sujets. Bon, la question de la gouvernance sur laquelle on va beaucoup travailler ensemble, puisque vous savez que c'est un élément essentiel dans les travaux et dans l'accompagnement IDEAS, et on a beaucoup d'informations maintenant de ces 10 ans d'expérience qu'on aimerait bien mutualiser, partager pour qu'elles servent à vos travaux de recherche. Et sur le deuxième, votre conclusion sur la philanthropie, on va tout de suite donner la parole à Céline pour qu'elle nous donne son regard, en fait, nourri de sa double expérience, hein, il faut bien le dire, et puis peut-être en commençant par une présentation des évolutions et de l'actualité de Pro Bono Lab. Merci Céline. Donc, pardon, juste une chose là, chacun a présenté de façon un petit peu plus longue que ce qu'on avait envisagé. Donc, on va vous laisser aussi un petit peu de temps, mais pas trop quand même, parce que ce qu'on aimerait, c'est vraiment les échanges entre vous. Mais prenez le temps de présenter ce que vous aviez envie de dire. Très bien. Merci Isabelle. Bonjour à tous et tous. Donc en effet, je suis Céline Richesse et avec cette double casquette que vous venez d'évoquer, à la fois je suis présidente de Pro Bono Lab que je vais vous présenter plus en détail et puis fondatrice d'une agence de conseil en mécénat qui s'appelle Assemble, qui classiquement accompagne des entreprises mécènes ou souhaitant le devenir dans leurs actions stratégiques, opérationnelles et de valorisation de leurs activités de philanthropie, et puis des porteurs de projets d'intérêt général dans l'autre sens, pour structurer la manière dont elles s'adressent à des philanthropes pour tâcher d'obtenir des soutiens de leur part. Voilà pour Assemble. Quant à Pro Bono Lab, que je préside depuis plusieurs années aujourd'hui, Pro Bono Lab, c'est une association qui est spécialiste de l'engagement par le partage de compétences, que ce soit du bénévolat de compétences ou du mécénat de compétences. C'est ce qu'on a résumé dans le terme pro bono, qui vient du latin pro bono publico. Et donc, en clair, le travail de Pro Bono Lab consiste à tâcher de permettre aux grandes causes sociétales et bien sûr aux structures d'intérêt général qui les portent d'avoir accès à des compétences que des femmes et des hommes qui s'engagent sont en capacité de leur fournir, de leur offrir gratuitement, parce que c'est bien ça l'enjeu, en pro bono pour qu'elles puissent se développer durablement et se réaliser, générer le plus vaste impact social. En clair, ça veut dire qu'il s'agit à la fois de diagnostiquer où sont les besoins et de quelles compétences ces besoins, enfin ces enjeux ont besoin pour trouver des solutions, et d'identifier en face les femmes et les hommes qui possèdent ces compétences pour qu'elles puissent les mettre à disposition. Et donc, en effet, Pro Bono Lab, ces derniers mois, s'est engagé dans une vaste réflexion sur sa propre évolution, partant du constat à la fois que le pro bono, que ce soit en bénévolat ou en mécénat, se développe et qu'il y a de plus en plus d'individus, qu'ils soient salariés, étudiants, en recherche d'emploi, en retraite, etc., qui souhaitent mobiliser leurs compétences et les offrir au monde associatif de manière plus ou moins ponctuelle ou durable. De plus en plus d'entreprises qui cherchent à mobiliser leurs collaborateurs dans des actions de cette nature. Et en face de ça, des besoins de plus en plus criants qui parfois nécessitent de l'intermédiation pour être bien diagnostiqués et que donc cette rencontre se passe de la manière la plus efficace possible. En parallèle de quoi? Parce que cette pratique se développe, il y a aussi de plus en plus d'acteurs qui agissent en la matière autour de cette intermédiation, pas tous sous un format associatif du reste. Et donc, Pro Bono Lab, après 10 ans d'existence, s'est dit qu'à côté de ces actions d'opérateurs sociaux pour accompagner ces rencontres et ce partage de compétences au profit de l'intérêt général, avait un rôle à jouer en matière de développement, d'études, de recherche et d'expérimentation autour de cette pratique du pro bono, notamment sur les territoires, pour développer la connaissance et la mesure d'impact de la pratique du pro bono pour l'intérêt général. Et donc, voilà, c'est dans ce mouvement que nous sommes en train de nous engager. Et donc, c'est très en lien avec le mouvement qu'opère actuellement IDEAS. Donc, on se retrouve bien de ce point de vue. Alors,
Pourquoi? À la fois pour le mécénat de compétences et puis pour le mécénat d'une manière générale, la philanthropie d'entreprise et la philanthropie tout court. Cette connaissance du monde associatif, du fait associatif, du besoin associatif est essentielle. Je dirais que c'est au cœur de la pratique de la philanthropie, ou en tout cas ça devrait l'être. On ne peut pas bien faire son travail de philanthrope si on n'a pas une vision juste du monde associatif, si on ne comprend pas bien ses besoins et donc si on ne se met pas en situation de les adresser de manière pertinente, là où c'est utile et là où ça répond correctement à un besoin. Et on le fait d'autant moins bien si, en ne développant pas cette compétence en tant que philanthrope, on peut être amené parfois sans même s'en rendre compte à mettre en place des relations qui pourraient être déséquilibrées et qui feraient passer d'abord des enjeux de RSE, de communication, de ressources humaines avant des besoins d'intérêt général et les besoins de l'association dans la façon dont elle fonctionne, dans la manière dont elle se meut, dans la manière dont elle agit. L'idée n'étant pas de dire que ces enjeux RSE, de communication et de RH ne sont pas utiles, mais elles doivent rester des externalités positives, c'est-à-dire venir après le fait de répondre à des besoins d'intérêt général et après le fait de répondre aux besoins de la ou des associations qu'on cherche à accompagner. Et c'est là où le développement de cette compétence va être clé, et on y reviendra après, au-delà d'avoir cette compétence et cette connaissance et ce corpus d'informations qui peuvent être mis à disposition des philanthropes. Le sujet, c'est comment ils les digèrent et comment derrière ils s'en servent au-delà d'y avoir accès. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, mais qui est un sujet qu'on sent de plus en plus prégnant, c'est que mieux connaître, mieux comprendre le fonctionnement de l'association avec un grand A, c'est aussi être amené à repenser ses stratégies de financement et notamment sortir du financement du tout projet pour aller sur la meilleure compréhension de la nécessité qui va devenir absolue de financer des frais de fonctionnement, des frais de restructuration, des frais de mesure d'impact, d'évaluation, parce qu'il n'y a pas de projet sans ces frais-là. Et donc, il est faux de penser qu'il y a une frontière absolument étanche entre, dans un budget associatif, d'un côté, tous ces frais-là et de l'autre, des frais de projet sur lesquels on imagine qu'il y a un impact plus mesurable, probablement plus valorisable, en tout cas c'est ce que pensent beaucoup d'entreprises mécènes. Et donc voilà, cette connaissance-là qu'on pourrait développer autour du monde associatif permettrait d'opérer ce virage de manière un peu plus forte qu'il n'est déjà en train de s'opérer. Voilà ce que je pouvais dire. Je pense que j'ai tenu mon timing pour cette première partie. Merci beaucoup Céline, on se retrouve sur beaucoup de sujets. Donc, moi j'ai noté l'engagement par le partage de compétences. Là, on est totalement en phase. IDEAS, aujourd'hui on a près de 180 bénévoles qui sont vraiment engagés dans le partage de compétences, à la fois pour la mission d'accompagnement qui nous mobilise très largement. D'ailleurs, je salue le nombre de conseillers bénévoles qui sont là ce matin. Et puis aussi au profit de la structure de l'Institut IDEAS, qui est une petite structure. On a très peu de salariés. Et donc, c'est essentiel aussi, à travers différents modes d'engagement, ce que fait Pro Bono d'ailleurs, que ce soit du mécénat de compétences ou des bénévoles tout simplement, mais c'est essentiel et on le voit bien. Et je prends un tout petit exemple qui est d'actualité pour IDEAS. On vient de partager, d'ouvrir un outil d'autodiagnostic en ligne qui est entièrement accessible à tout le monde, qui est évidemment dans notre démarche d'intérêt général totalement gratuit, qui est un outil pour la connaissance des associations de toute taille, sans aucune contrainte pour essayer de se positionner. Donc on partage vraiment vos objectifs et ça fait plaisir de les entendre vus sous un angle un tout petit peu différent. Et je rebondirai avant de poursuivre le débat sur le dernier point qui nous paraît essentiel aussi, c'est cette question un peu taboue des frais, de l'organisation, du fonctionnement. Il y a quand même des charges nombreuses qui pèsent sur les associations. Je ne suis pas sûre que le secteur marchand s'en rende aussi bien compte. Il y a le nouveau plan comptable, par exemple, qui est une charge. Hein. On l'a bien vu quand on l'a mis en œuvre pour nous, IDEAS, et puis en retour avec les associations que nous connaissons à travers différents ateliers qu'on a pu faire. Et puis tous les reportings qu'on
qu'on est tenu de faire, toute la démarche de l'impact dont on pourrait beaucoup parler, enfin tout ça, ça a un coût. Et c'est vrai que dans cette année difficile de 2020, on a eu quelquefois, peut-être vous aussi autour de la table ou dans la salle, donc on a haussé les sourcils gentiment quand on entendait des porteurs de projets dire tout ce que vous allez nous donner ira au projet. C'est faux. Donc il faut vraiment, par la connaissance, résister à ça. Enfin bon, je ne vais pas donner d'exemple ni argumenter là-dessus. On le sait, mais c'est vraiment quelque chose qui doit remonter peut-être de façon plus claire du côté des financeurs, des institutions. C'est un discours. Pardon, Céline, vous voulez réagir là-dessus? Oui, je voudrais ajouter que par rapport à ça, je trouve qu'une des vertus du pro bono, que ce soit encore une fois en bénévolat ou en mécénat de compétences, c'est probablement d'être un peu éclaireur de cette logique. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise qui mobilise ses collaborateurs en bénévolat ou en mécénat de compétences pour aider une association, le fait précisément beaucoup sur des fonctions support. Donc, ce qui pourrait rentrer dans ce que nous, on appelle, en parlant ce matin, le fonctionnement de la structure. Quand on met à disposition un juriste, un comptable, un responsable de la stratégie, un spécialiste des ressources humaines pour aller aider une association sur ces problématiques-là, on n'est pas dans du projet pur au sens où l'entendent aujourd'hui parfois les mécènes qui disent refuser de soutenir les frais de fonctionnement. Et pourtant, on voit bien qu'avec le développement du pro bono, c'est un sujet sur lequel les associations lèvent la main pour dire qu'elles ont des besoins de compétences. Et donc peut-être qu'avec le développement du pro bono, on va permettre plus facilement, en mesurant l'impact, et c'est donc tout l'enjeu de toutes les questions que se pose Pro Bono Lab aujourd'hui, d'aider encore un peu plus les associations à lever la main sur des besoins en financement sur ces mêmes sujets, et en espérant suivi des faits côté philanthrope. Voilà, effectivement, les choses bougent, mais elles ont besoin d'être éclairées, donc on espère que cette discussion va y contribuer. Suzanne, si tu veux prolonger certaines des réflexions, n'hésite pas, parce que tu les connais extrêmement bien. Je rebondissais sur la présentation de Florian sur tous les travaux qui ont trait à la création de valeur et à la valorisation de la création de valeur. Et je pense que c'est par cette piste-là, et je réponds là à une question dans le chat, c'est par cette piste-là qu'on pourra enfin éclairer la réelle contribution du fait associatif et sortir de cette vision réductrice frais de fonctionnement versus frais mission sociale. Et au contraire, bien valoriser tous les attendus et toutes les conséquences de la mise en œuvre d'un processus collectif au travers du fait associatif. Voilà. Mais je pense que M. Marzouki souhaitait peut-être également réagir ou enchaîner sur la présentation de... Oui, on va reprendre les quelques questions qu'on avait envisagées, mais cette fois-ci sous forme vraiment d'intervention courte. Donc, effectivement, Kaïs Marzouki, on voulait vous donner la parole sur le regard que vous avez, vous, de ce qu'on appelait la philanthropie à la française. Bon, l'année dernière, il y a eu le rapport de Sarah El Haïry, qui est aujourd'hui secrétaire d'État sur ces sujets, même si vous l'avez remarqué, le mot association n'est plus dans son titre, ce qui nous a interrogés. Voilà, moi, je vous laisse la parole là-dessus. Donc là, on va essayer d'avoir des interventions rapides pour plutôt favoriser les échanges, sachant que le temps passe, comme vous avez bien entendu. Alors, merci Madame la Présidente. Alors, très très rapidement, puisque c'est ce qui m'est demandé, pour vous dire que, au fait, la dimension de philanthropie à la française, donc à chaque fois qu'on dit quelque chose à la française, moi, je me méfie. Parce que, effectivement, quand on regarde par exemple le rapport de Sarah El Haïry, de Naïma Mouchou, on voit bien qu'elles ont, très très honnêtement, malgré le grand intérêt de ce rapport, beaucoup de mal à définir la caractéristique à la française de cette philanthropie. En vérité, quand on regarde bien les choses, on peut se dire que, au fait, c'est tout à fait lié à l'histoire de notre pays, que ce soit au niveau de la philanthropie ou de toute autre chose. Quand on regarde spécifiquement la philanthropie, donc la question du don d'argent, la question du don de temps, la question de mise à disposition de compétences très très généralement, on se rend compte que
que historiquement, la question de la philanthropie s'appuie très très fortement sur l'action de l'État depuis au moins la Révolution française et la relation à l'impôt. Donc ça, c'est un élément qui est quand même extrêmement important, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, parce que j'ai entendu, évidemment je ne citerai pas de nom, mais des représentants très très importants au niveau du gouvernement dire que de toutes les façons, la philanthropie, l'État, c'est plus que la moitié, en fait, en termes d'impôts, en fait, c'est la question de la réduction d'impôts qui dépasse les 60% sur les dons, notamment des particuliers. Je ne parle même pas des dons des entreprises, ce que ça donne. Donc, je pense que l'un des éléments les plus importants dans la définition de la philanthropie à la française, c'est bien la relation du citoyen français à l'impôt et la relation et l'action de l'État globalement dans cela. Je ne voudrais pas terminer, même si je suis conscient justement du peu de temps qu'on a, sans revenir justement au rapport que je trouve très intéressant de Sarah El Haïry et de Naïma Mouchou. Pour vous dire globalement que même si ce rapport-là n'a pas donné lieu à une traduction réglementaire législative fondamentale ou importante aujourd'hui, elle pose quand même au moins deux questions importantes. D'abord, la question de la simplification, et on en a besoin, du cadre juridique et législatif de l'histoire de la philanthropie. C'est vrai que les gens qui commencent à s'intéresser à cette question n'y comprennent rien. Enfin, c'est tellement touffu qu'il y a intérêt à simplifier. La deuxième question qui me semble aussi importante, mais qui n'est pas simple aussi à traiter, notamment par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le poids de nos traditions, de notre culture en France, c'est la question de la réserve héréditaire. C'est la question justement de comment assouplir les règles de transmission de l'héritage. Ça, c'est un point qui a été justement un tout petit peu défriché par Sarah El Haïry et Naïma Mouchou, qui me semble important. Il y a un troisième point qui semble ne pas être important et qui est quand même fondamental, c'est la question de la structuration territoriale, administrative, politique, donc de la philanthropie sur les territoires. Et je pense que ces trois chantiers-là, ces trois directions-là sont encore devant nous et probablement très très vite vont être un sujet de discussion, peut-être à l'occasion justement de la campagne électorale, donc présidentielle, qui va démarrer, encore que je n'en sais rien. Voilà, merci beaucoup. Isabelle, on n'entend pas votre… Isabelle, le micro. J'ai cliqué à côté. Pardon. Excusez-moi. Florian ou Céline, est-ce que vous voulez réagir sur ce qu'on essaye, nous, d'appeler le couple association philanthropie, même si la notion est peut-être encore un peu à distance, en quelques minutes chacun. Merci. Oui, sur l'enjeu de connaissances croisées pour le couple association philanthropie. Alors, en France, c'est intéressant d'observer qu'on étudie à part les associations et la philanthropie quand en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, ces deux mondes sont beaucoup plus étudiés conjointement. Ça, c'est une première remarque. Et pourtant, il y a bien un couple association-philanthropie. Il serait important de l'étudier en tant que tel parce que sans la philanthropie, le paysage associatif serait tout autre. Sans des associations efficaces, la philanthropie serait sans effet. Et sans association, la philanthropie n'aurait plus du tout le même sens. Moi, j'identifie trois angles d'études, de connaissances, de recherche qui me semblent vraiment intéressants pour ce couple association-philanthropie. Déjà, du point de vue historique,
je trouve qu'il serait intéressant d'étudier les histoires articulées de la philanthropie du monde associatif. Comment, par exemple, les alliances et les tensions entre ces mondes ont traversé le temps dans une France où l'intérêt général est historiquement d'abord le fait du régalien. Il serait intéressant également de comprendre à travers l'histoire le rôle que la philanthropie a joué aux côtés du monde associatif pour inspirer de grandes politiques publiques. On pense à la politique publique du handicap, aux batailles contre les maladies rares, à l'insertion par l'activité économique, plus récemment, dans une période plus récente, la protection de l'environnement. Je pense vraiment que cette connaissance du poids historique du couple association-philanthropie ne serait pas neutre sur leur environnement institutionnel. Il y a un deuxième angle qui est les rapports avec les deux modèles publics et entrepreneurial. On pourrait étudier, c'est une hypothèse, une question en forme d'hypothèse, si en apportant des financements complémentaires au fonds public, la philanthropie contribue bien à l'émancipation des modèles socio-économiques associatifs, à leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. On pourrait étudier de l'autre côté si, par ces financements, ces attentes de performance, ces modes d'évaluation, on a parlé évaluation création de valeur, avec des modes d'évaluation qui sont très centrés sur des indicateurs quantitatifs, la philanthropie ne promeut pas, par une certaine façon, les modèles à impact, l'entrepreneuriat social. Et si oui, avec quelles incidences sur les projets associatifs? Là, je trouve qu'il y aurait vraiment des sujets de connaissances très importants pour documenter les synergies et peut-être parfois aussi les tensions entre, comme dans tout couple, entre le monde associatif et la philanthropie. Ça serait très utile au dialogue entre notamment les instances de représentation des associations et la philanthropie. Et puis le troisième angle, c'est, je trouve que c'est absolument important, le rôle démocratique du couple philanthropie-association qui me semble être vraiment fondamental à documenter pour comprendre si l'indépendance gagnée auprès des pouvoirs publics grâce au financement de la philanthropie contribue à consolider la fonction sociopolitique des associations en matière de maillage de liens sociaux, d'interpellation, d'innovation. On a parlé tout à l'heure des associations comme des corps intermédiaires de confiance. On évoque aussi parfois les acteurs de la philanthropie comme tiers de confiance. Il serait extrêmement intéressant de comprendre ce mécanisme de constitution de corps intermédiaires de confiance sur toute la chaîne, depuis le donateur jusqu'au bénéficiaire. Et puis à l'échelon des territoires, c'était une ouverture de Kaïs Marzouki à l'instant, il serait très intéressant aussi de se pencher sur le cas de la philanthropie territoriale pour comprendre comment elle appuie l'effet levier du tissu associatif sur son écosystème local, comment elle favorise aussi des modes de gouvernance ouverts, des logiques de partenariat et d'alliance localement, autrement dit, comment elle favorise la démocratie territoriale. Et pardon, mais à l'heure où aujourd'hui la philanthropie française subit de nombreuses critiques, notamment des critiques académiques qu'on entend se multiplier sur la légitimité démocratique en particulier de la philanthropie, critiques qui d'ailleurs sont beaucoup inspirées des critiques du modèle philanthropique américain, il me semblerait plus qu'important d'éclairer le débat en produisant davantage de connaissances sur le rôle démocratique positif de ce couple philanthropie-association dans le contexte spécifique français. Merci beaucoup, Florian. Il y a beaucoup de questions extrêmement importantes. Je ne sais pas si le mouvement associatif est présent dans la salle, mais ça fait aussi partie des réflexions qui sont portées par le mouvement et sur lesquelles on travaille également. Céline, est-ce que vous voulez donner votre regard sur ce couple ? Alors, plus précisément, par rapport à ce couple, l'enjeu de ce développement de connaissances, il est aussi important sur la façon d'opérer le mécénat aujourd'hui, et la philanthropie d'entreprise. Donc, classiquement et de manière assez majoritaire, la philanthropie en France aujourd'hui est distributive, c'est-à-dire qu'elle consiste à soutenir financièrement en nature ou en compétences des structures associatives qui agissent et à leur donner les moyens de le faire de manière plus efficiente, etc. Se développe, et on le voit bien depuis maintenant plusieurs années, à côté ou en même temps, des fondations ou des mécènes opérateurs qui parfois sont aussi distributeurs mais qui décident d'opérer eux-mêmes leur propre programme d'intérêt général. Et donc le fait de connaître le monde associatif, de savoir qui opère à côté sur les mêmes sujets et de quelle manière, avec quelle réalité et avec tout ce qu'évoquait Florian tout à l'heure sur la gouvernance, le modèle économique, etc., va avoir évidemment une incidence sur la manière de travailler et sur le fait de le faire de manière efficiente. Et puis, encore à côté de ça,
on commence à le voir poindre en France, à la fois parce que de nombreuses parties prenantes de ce secteur l'appellent de leur vœu, et puis parce que c'est une nécessité. En France, aujourd'hui, on commence à voir arriver cette logique de mécène fédérateur, qui est une pratique qui existe déjà dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, ce qu'on appelle la catalyst philanthropie, qui consiste, de manière un peu réductrice, à considérer que des milliers de rustines ne suffiront pas à réparer une problématique, un grand enjeu, un grand défi sociétal. Et donc, plutôt que de laisser différents acteurs qui agissent sur le même sujet agir en parallèle, comment on fait pour faire la synthèse de tout ça et dans une logique de coalition, d'alliance, faire en sorte de fédérer autour d'une cause. Et c'est là où les philanthropes peuvent avoir un rôle à jouer en donnant aussi des moyens financiers et humains pour que ces coalitions existent. Comment on fait pour faire en sorte que public, privé, associations puissent agir de concert sur des thématiques qu'elles ont toutes choisi d'adresser. Et ça, le rôle du développement de la connaissance autour du fait associatif et de son fonctionnement va être clé pour qu'on aille vers un développement de cette manière d'opérer la philanthropie. Merci beaucoup. C'est un sujet que Aïdas, on a abordé aussi en travaillant avec des grosses fondations d'entreprises qui ont besoin aussi d'un regard expert pour se positionner. Enfin, on a les uns les autres peut-être à entendre ce questionnement. Je crois que dans la salle, il y a au moins deux personnes d'esprit de famille. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On reprendra bien sûr vos questions. Merci. Suzanne, est-ce que tu voulais réagir par rapport à notre expérience avant de redonner la parole à nos intervenants ? Je peux juste faire un constat à ce moment de notre table ronde de la diversité des sujets qui sont embrassés et des angles que vous donnez chacun de façon parfaitement complémentaire, hein, d'un point de vue, on va dire, de la puissance publique, du point de vue des mécènes philanthropes et du point de vue du fait associatif, et combien ces trois angles se retrouvent et font apparaître le besoin de connaissance comme majeur pour pouvoir aujourd'hui vraiment faire valoir les contributions respectives, que ce soit la contribution de l'État au travers de la subvention, que ce soit la contribution du financeur privé au travers de la philanthropie et la contribution à l'intérêt général des associations et au travers d'une meilleure connaissance de ce que recouvre, en tout cas aujourd'hui, le fait associatif dans notre société et dans notre économie. Et c'est toutes ces dimensions-là que l'on aimerait pouvoir évidemment approfondir et creuser. On aperçoit à chaque fois au travers de vos interventions l'immensité du sujet derrière à couvrir. Ça nous, quelque part, c'est un petit peu comme un apéritif, ça nous met un petit peu en appétit tout ça. Et notre rôle aujourd'hui, en tout cas, c'est d'ouvrir ces perspectives, de faire entendre ces différentes voix et de montrer à quel point elles convergent tout ensemble vers ce même besoin et cette même envie, en plus de faire ensemble. Nous-mêmes, au sein de l'Institut IDEAS, nous avons récemment réfléchi à notre stratégie, revisiter nos axes stratégiques pour pouvoir prendre en compte aussi cette nécessité de contribuer aux besoins de connaissance du fait associatif. Et on se posait la question, évidemment, et on se l'est posé avec l'Institut français du monde associatif, de comment faire pour mieux capitaliser sur nos expériences de terrain. Et Florian, je vais peut-être vous laisser exprimer ce qui s'est offert à nous comme perspective sur cette contribution à la connaissance du fait associatif. Oui, merci Suzanne. Et peut-être quand même juste avant de dire un mot, parce que on est quand même dans une situation de crise inédite, et on voit bien à quel point ces sujets de connaissance sont structurants, essentiels pour les acteurs associatifs et philanthropiques eux-mêmes, et plus largement pour la société et la démocratie. En revanche, aujourd'hui, je crois qu'on a un problème de temporalité à dépasser pour affronter ces sujets. L'Institut croit beaucoup dans le couple philanthropie-association pour y parvenir. On sait qu'en période de crise,
analyse la tendance et à se concentrer sur l'urgence du moment, sur les difficultés à court terme des acteurs. Mais on sait aussi que les associations n'ont pas uniquement besoin d'oxygène et qu'elles ont aussi besoin d'horizons. Et dans le même temps, c'est bien le rôle, je crois, de la philanthropie stratégique que de dessiner des horizons. C'est aussi le rôle de l'Institut que de travailler sur le temps long de la connaissance. C'est exactement pour ça que l'Institut lance un appel à partenariat auprès des fonds et fondations pour renforcer la connaissance du monde associatif, en particulier la connaissance du couple association-philanthropie. Et je voudrais dire, et le partenariat avec IDEAS me donne cette possibilité-là, que devenir partenaire de la connaissance, bien sûr, il y a des besoins de financement parce qu'il faut payer les recherches, l'ingénierie, mais ce n'est pas qu'une question de financement. Et là, je m'adresse à tous les participants. Vos associations, vos fondations sont porteuses de matériaux de connaissances qui sont susceptibles d'être exploités par la recherche. Vous disposez de corpus d'expérience. Les fondations archivent des milliers de projets expertisés, financés. Vous avez parfois réalisé des enquêtes. Et tout cela, on n'en a pas forcément extrêmement conscience, mais ça constitue une ressource inestimable pour la recherche. Et la proposition de l'Institut, c'est de faire le lien entre ces ressources inestimables et le monde de la recherche, au bénéfice de la connaissance du monde associatif et de ses partenaires philanthropiques, mais aussi au bénéfice de vos propres enjeux stratégiques. Et l'objet de notre alliance stratégique avec IDEAS, et ça illustre parfaitement, c'est de dire, pour faire en sorte que le corpus anonymisé des rapports d'accompagnement et de suivi d'IDEAS puisse être exploité par des chercheurs. Donc ça, c'est la réflexion qu'on a en cours ensemble avec Suzanne et avec Isabelle, ce qui permettrait de capitaliser sur les pratiques d'IDEAS et aussi d'évaluer l'impact de la démarche d'accompagnement sur les organismes accompagnés. Merci beaucoup Florian, c'est vrai qu'on est heureux en fait, on ressentait ce besoin. Moi, quand je suis arrivée à IDEAS il y a quelques années maintenant, depuis le début, j'entends Suzanne me dire mais on a une matière incroyable et on n'est pas capable de l'exploiter parce que même si on est conscient de notre rapport à la recherche, on n'a pas les moyens de le faire tout seul. Et donc vraiment, je crois que la création de l'Institut DFMA est vraiment un atout et on va essayer vraiment d'y contribuer le mieux possible. On voit bien de toutes vos interventions que c'est un élément important. Donc, j'aimerais avoir l'avis de Kees Marzouki. Moi, je suis toujours impressionnée de la richesse, de l'expertise du monde associatif. Là, on en a des témoignages avec une exigence, une qualité des travaux, de l'analyse juridique aussi. Je salue, j'espère qu'ils sont là, à la fois les travaux du mouvement associatif, j'en ai parlé, de Prendre Générosité, qui a une capacité d'analyse juridique remarquable, qui met des documents, qui les partage. Donc il y a vraiment une richesse et une expertise du monde associatif. Comment réagit l'État par rapport à tout ça? Quelquefois, on sait bien que les services de l'État sont un peu dispersés aujourd'hui, puisqu'il y a, sous l'autorité de la secrétaire d'État, Sarah El Haïry, il y a la DGEVA, la Direction de la vie associative, il y a le service du ministère de l'Intérieur qui étudie la reconnaissance d'utilité publique, il y a différents corps d'inspection, peut-être autour de la table aussi, que ce soit au ministère de l'Intérieur ou au ministère des Finances, il y a évidemment les services fiscaux, il y a bien sûr le HCVA, enfin, et puis, pardon, j'ai oublié de la citer, Olivia Grégoire, qui a un portefeuille de l'économie sociale et solidaire important, dans lequel le secteur associatif est majoritaire parmi les acteurs de l'ESS. Donc tout ça crée une diversité et quelquefois, je dois dire qu'avec l'expertise que nous avons tous et la volonté de progresser dans une volonté de partage, de mise à disposition d'outils, de compétences, logique d'intérêt général, on est un peu perdu. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer, Kees Marzouki, sur l'appropriation par l'État de cette masse d'informations? Merci. Je ne sais pas si, merci Madame la Présidente, je ne sais pas si je vais vous rassurer. Je crois que mon propos va aller dans le sens contraire. Donc, évidemment, je ne parlerai pas au nom de l'État. Évidemment, le HCVA, c'est un groupe d'experts qui est à la disposition du gouvernement et des pouvoirs publics pour le soutenir dans ses décisions et pour l'éclairer. Donc, le panorama que vous avez dressé sur la question de l'éclatement, en quelque sorte,
de ce qui concerne les associations entre plusieurs niveaux, donc territoriaux, plusieurs niveaux donc de ministères, n'est pas nouveau. Donc ça, ce point de vue, de ce point de vue, mon propos est tout à fait rassurant, dans le sens où, comme je l'ai dit en introduction, les choses ont pu quand même avancer, puisqu'il y a un certain nombre de lois importantes quand même qui, sous ce gouvernement comme sous les gouvernements précédents, ont pu avancer. Mais c'est comme dans toute chose, c'est-à-dire que les associations, les corps intermédiaires doivent maintenir la pression, évidemment, surtout maintenant, et doivent être de plus en plus vigilants. Alors pourquoi je le dis? Je le dis parce que je n'en tire absolument aucune conclusion aujourd'hui, parce qu'il est trop tôt d'en tirer des conclusions, surtout pas au niveau politique. C'est qu'on a eu, souvenez-vous, les Gilets jaunes, l'épisode des Gilets jaunes, qui s'est terminé par un grand débat. Évidemment, avec un certain nombre d'avancées qui n'étaient pas à la mesure de ce que demandaient les manifestants, mais en tous les cas, il y a eu une avancée. On a eu aussi, souvenez-vous aussi, toutes les manifestations sur la question des retraites. Le sujet revient aujourd'hui. On a eu la question de la réforme de l'assurance chômage. On a eu au moins 3 grands sujets dans les 2 ou les 3 dernières années qui sont extrêmement importantes. Pourquoi je vous en parle? Je vous en parle pour amener justement le propos sur quelque chose sur laquelle il faut être vigilant, qui est intéressant en soi, mais il faut quand même être vigilant par rapport à ça. C'est que depuis un certain nombre d'années, et ce n'est pas spécifique bien évidemment à ce gouvernement, il y a une tentation, je dirais, de contournement de tout ce qui est corps intermédiaire, une tentation de vouloir aller directement discuter avec le bénéficiaire final, entre guillemets, et de contourner les associations. L'exemple type que je donne pour illustrer mon propos, c'est la question de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tout le travail qui a été fait par les associations spécialisées sur cette question-là a été mis en quelque sorte de côté, et il y a un certain nombre de citoyens qui ont été choisis, donc tirés au sort, bien évidemment, qui n'avaient pas particulièrement, et on en a au niveau du ACVA audité un certain nombre d'entre eux, donc pas d'engagement associatif particulier dans ce sens, ou pas d'engagement associatif en général, et donc ils ont bien travaillé quand même. Je terminerai en disant quand même que cette manière, cette tentation d'aller directement sur l'usager final et d'essayer de contourner les corps intermédiaires, donc je ne veux pas rentrer dans l'histoire, mais c'est très intéressant aussi de rentrer dans l'histoire par rapport à ça, ce qui n'est pas nouveau, a quand même reconnu l'importance des associations et du rôle des associations dans tout cela. Comment cela? Dans 2 mesures. D'abord, quand on regarde bien les préconisations de la Convention citoyenne, évidemment, la plupart des préconisations ont été déjà portées par les associations spécialisées, la plupart. Donc, je vous encourage à y jeter un œil, c'est très, très intéressant. Le deuxième élément qui est important, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que les membres eux-mêmes de la Convention citoyenne ont monté une association après la Convention citoyenne, qui s'appelle d'ailleurs l'association des 150, je crois, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement du terme, pour pouvoir avoir un prolongement de l'activité de cette. Ils ont bien vu les limites et l'intérêt de pouvoir se constituer en association pour pouvoir continuer à pousser les feux dans ce sens. Donc, c'est un point, me semble-t-il, essentiel. Il faut maintenir la pression et il faut que les corps intermédiaires soient
effectivement attentif à cette manière qui est de plus en plus, cette tentation de plus en plus ancrée dans la société française et dans le pouvoir public à vouloir contourner le fait associatif et les corps intermédiaires en général, que ce soit des syndicats ou autres. Merci beaucoup. C'est effectivement un angle qui mériterait d'être prolongé parce qu'il n'est pas souvent porté sur la place publique. Je voulais revenir un petit peu dans le chat ou les messages que nous recevons. On avait encore prévu quelques points, notamment l'échelon européen, mais on va peut-être le garder pour un petit peu plus tard. Je crois que Francis Charan voulait intervenir. Je ne sais pas si on peut lui ouvrir le micro. Sylvie, est-ce que tu sais faire ça? Ou sinon, on reprendra ces questions d'une autre façon. Mais si on peut lui donner la parole quelques minutes, Francis. Ah, je le vois à l'écran. Ça vient. Voilà. Pour le moment, tu es tout rose, mais peut-être que on verra ton visage. Ben, c'est parce que j'ai le. Pardon, rose, c'est pas grave. Voilà, j'ai pas la caméra. J'ai le micro, mais pas la caméra. Très bien, bienvenue quand même. Vous m'avez pas donné la caméra. Pardon. Oh, c'est troublant de voir un F. Oui, merci de ce débat, c'est tout à fait intéressant. Si on revient au titre, quel levier pour agir ensemble entre la philanthropie et les associations, il faut constater plusieurs choses. Il faut constater d'abord que plus que des leviers pour agir ensemble, je crois qu'il faut regarder quels sont les buts et ensuite les moyens. Et je crois que si on veut agir ensemble, la question du but est extrêmement important et là-dessus, on devrait être capable d'avoir une sorte de plateforme commune sur les buts du secteur non lucratif, de façon à dessiner en quelques paragraphes, quelques pages, un certain nombre de communs qui permettraient d'être certain qu'on travaille sur la même chose. Ensuite, les moyens, c'est des choses différentes puisque on alimenterait cette affaire avec la connaissance, avec les pratiques, etc. Parce que souvent, on oppose l'association et les fondations ou la philanthropie. Moi, je considère que la philanthropie est un écosystème dans lequel il y a le bénévolat, les donateurs, les fondations et les associations. Mais c'est un peu compliqué parfois à entendre ça. Je crois, on avait fait un webinaire l'année dernière avec le mouvement associatif, le Centre français des fondations amicales et France Générosité, où on avait envisagé cette possibilité d'une plateforme. Et essayer de garder ça à l'esprit, parce que, comme l'a dit M. Marzouki, l'État est assez ambigu sur le sujet, voire plus. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir qui montre l'incohérence totale de ce que fait l'État en matière de vie associative. Il vient d'y avoir une déduction fiscale pour du cultuel. Pourquoi elle est venue comme ça, où elle est venue, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique philanthropique, il n'y a pas une politique ambitieuse philanthropique. Et la politique à la française, comme elle était évoquée tout à l'heure, elle se départit surtout, elle veut montrer que ce qu'on fait en France n'est pas ce qui est fait aux États-Unis, qui sert plutôt de repoussoir. Donc voilà, moi j'appelle surtout à ce qu'on essaye de réfléchir avec les coordinations, de voir si on peut avoir une plateforme des communs, et puis ensuite, tous les moyens pour arriver à faire marcher ce système. L'intérêt de la plateforme des communs, c'est de faire reconnaître par l'État que le monde de la philanthropie, associations, fondations, etc., est un secteur à part entière. Florian l'a dit tout à l'heure, c'est un grand employeur, c'est une part importante de PIB, c'est un secteur à part entière qui doit être traité comme tel, sans incohérence, avec une réduction du nombre des interlocuteurs au niveau de l'État. Mais pour se faire reconnaître comme tel, il faut qu'on parte sur un socle commun qui évite de se déchirer ou en tout cas de ne pas traiter des choses ancillaires qui peuvent être traitées au fur et à mesure. Donc voilà, traiter d'un côté les buts, ensuite les moyens, et en traitant les buts, présenter à l'État un front uni en matière de reconnaissance de l'écosystème de la philanthropie. Je pense que ça serait assez utile. Et juste en annexe, j'ai écrit quelques petites choses là-dessus sur mon blog. Je vais vous mettre des références dans la conversation, comme ça vous pourrez le trouver. Mais c'est une vraie question que de faire reconnaître le secteur de façon officielle comme un véritable secteur économique dans notre société et surtout social, producteur de valeur. Voilà.
Merci beaucoup, Francis. C'est vrai qu'en t'entendant, on trouve toujours les choses très claires. Alors, on va essayer de les garder bien en tête. Tous ces points sont importants et la visibilité, la reconnaissance également. En ce qui concerne ton blog, j'en profite pour aussi te rappeler que sur les réseaux sociaux, que ce soit le compte Twitter IDEAS ou son compte LinkedIn, nous sommes des lecteurs attentifs du blog et que nous le relayons. Par ailleurs, Francis est également membre du comité label IDEAS qui se réunit, je crois, demain matin. Merci pour cet éclairage. Est-ce que l'un d'entre vous, Céline, veut rebondir ou peut-être Tessa Berton, à qui on pourrait également donner la parole sous cette forme pas très confortable, je le reconnais, mais au moins audible, ou d'autres dans la salle si vous le souhaitez. Merci. Ou peut-être Céline pour commencer. Et en attendant que peut-être certains se manifestent, moi, il y a un point qui me paraît essentiel, qui va être cette question de la diffusion de cette connaissance et de son appropriation. On en a parlé en préparant ce webinaire. Il faut pas avoir faut sortir de la légende selon laquelle tout le monde est extrêmement expert, tout le monde a extrêmement le temps de consulter des études riches, des documents de recherche in extenso, et où tout le monde serait dans une logique de philanthropie stratégique, parce que ce n'est pas vrai. Et quand je dis tout le monde ne l'est pas, tous les philanthropes ne le sont pas, côté entreprise j'entends. Il y en a quand même un certain nombre qui ont, et c'est déjà énorme, la stricte volonté d'être utiles et de faire leur part en adressant un pan de problématiques d'intérêt général qui se sont choisis comme mission. Et donc, comment on fait pour toucher cela? Et le deuxième point, c'est que dans les entreprises mécènes, qu'elles aient une fondation, qu'elles n'en aient pas, les opérationnels du mécénat, quand bien même eux-mêmes sont experts et ont cette volonté de connaissance et d'amélioration continue et de connaissance continue, ils ont aussi leur propre gouvernance qui n'est pas toujours aussi au fait qu'eux-mêmes et auprès desquels il est parfois difficile de faire passer ces messages. Et ça, c'est vrai dans un conseil d'administration d'une fondation, d'entreprise a fortiori. C'est vrai encore l'échelon au-dessus, dans la gouvernance de l'entreprise elle-même, où parfois ce niveau de connaissance et d'expertise n'est pas là. Et donc, comment on fait pour porter à leur connaissance ces enjeux et tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin? Moi, je le vois aussi bien auprès des entreprises partenaires de Pro Bono Lab qu'auprès de mes clients chez Assemble. On joue ce rôle-là aussi et on le systématise dans la façon de les accompagner. Le fait d'avoir accès à leur gouvernance, que ce soit au niveau des fondations ou au-delà de l'entreprise, pour pouvoir faire passer un certain nombre de messages et transmettre un certain nombre de connaissances sur le monde associatif, son fonctionnement, ses besoins, pour qu'on ne soit pas dans une politique du doigt mouillé ou de l'émotionnel, de j'aime bien ce projet ou je ne l'aime pas, au-delà de critères plus objectifs. S'appuierait sur cette connaissance dont on parle depuis tout à l'heure. Et je pense que ça va être un vrai enjeu, sans tomber dans de la simplification non plus et du simplisme tout court, que de permettre cette appropriation, cette digestion de ces informations et donc de leur diffusion dans des formats adaptés et probablement très divers en fonction des cibles dont on vient de parler. Merci beaucoup, c'est une question très importante. Moi, je le vis à contrario. À titre personnel, je suis administratrice d'une fondation d'entreprise et ça fonctionne remarquablement bien. Et je suis très contente de m'être engagée là parce qu'il y avait un travail en amont très documenté, intégré et vraiment ces écueils-là, je les vois à contrario parce qu'ils sont très nombreux et heureusement, il y a quelques bonnes expériences aussi. Je vois Tessa autour de la table. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ces échanges qui doivent certainement interagir avec vos préoccupations? Je ne sais pas si Didier Bertolomeo est là, il s'était inscrit, mais je n'arrive pas à lire parmi les nombreux participants. Donc Tessa, on vous écoute en réaction par rapport à tout ça. Merci. Oui, merci de me donner la parole. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, c'est très riche, particulièrement intéressant. Je vais revenir sur quelques points un peu comme ça au fil de l'eau. Alors, sur ce qui est de la philanthropie à la française,
ou pas à la française. Nous, au sein d'un esprit de famille, on défend une certaine idée de la philanthropie et je pense que tous nos membres partagent ces idées, qu'on a une philanthropie qui est engagée sur le long terme, qui est proche des associations, donc ça fait écho évidemment à ce webinaire de ce matin. On a à cœur de rencontrer les associations, d'écouter leurs besoins, d'être très proche, de lier vraiment de vraies relations avec le monde associatif. On se veut évidemment professionnel, donc il y a un aspect stratégie et impact de notre philanthropie, capable aussi de soutenir des choses très innovantes là où les autres n'iraient peut-être pas, parce que aussi l'échec est admis, et que d'un échec on peut aussi en gagner en compétences. Donc, et on va aussi dans des secteurs, des domaines de l'intérêt général là où d'autres ne vont pas. Je pense à la prostitution, la prison, des thèmes qui sont compliqués pour des structures d'entreprise, par exemple, des fondations d'entreprise. Et ça fait écho aussi à ce qui a été dit ce matin, très complémentaire de l'action des pouvoirs publics. C'est-à-dire que on n'imagine pas du tout se substituer. D'abord, on n'a pas les moyens, mais on est vraiment là pour initier des choses qui peuvent être reprises par les pouvoirs publics ou au contraire des choses qui ont été mises en place par les pouvoirs publics, mais aider au financement. Donc ça, c'est vraiment la philanthropie qu'on défend et qui nous semble être assez différente de ce qui se fait notamment aux États-Unis, qui est la référence. Et effectivement, j'ai vu que, j'ai conseillé effectivement l'article de Charles Sellen et Antoine Vaccaro, très court mais très synthétique sur philanthropie à la française et philanthropie aux États-Unis. Donc on est évidemment, alors je reviens sur d'autres points, on est évidemment pour des stratégies d'alliance et dans nos membres, on a de plus en plus de fondations qui mettent en place ces stratégies d'alliance. Je pense notamment à Break Poverty qui a une façon d'intervenir qui est très particulière, qui est la dotation d'action territoriale. Donc ils analysent un territoire, les besoins avec les pouvoirs publics, avec le monde associatif et enfin ils mettent en place un certain nombre de solutions, mais c'est vraiment de la co-construction, de la co-construction. Donc ça, on le fait de plus en plus et c'est vraiment un axe prioritaire pour nos fondations. Sur la connaissance du monde associatif, je partage complètement votre point de vue. Je pense que mieux on le connaît et mieux on arrivera à l'accompagner et à le soutenir. On a au sein d'un esprit de famille un groupe qui s'appelle Comment accompagner les associations au-delà du financier. Donc ça répond en partie à cette question de connaissance du monde associatif parce que l'accompagnement, il se fait en partenariat avec les associations et non pas comme ça, ex nihilo, sans prendre le pouls des associations. Sur ce qui est du financement, du fonctionnement, je partage complètement votre point de vue. Les associations, évidemment, ne peuvent pas fonctionner qu'en termes de projet et c'est notre devoir de philanthrope de financer, d'accepter de financer aussi du fonctionnement. Ça me paraît évidemment primordial. Alors c'est vrai que c'est difficile à faire admettre que les fondations familiales aiment bien avoir un impact direct sur un bénéficiaire et le fonctionnement, elles ont un peu plus de mal, mais on est quelques-uns à prôner ça au sein d'un esprit de famille, dont Didier d'ailleurs, je ne sais pas s'il nous entend, mais Didier Berthellemot. Sur ce qui est du cofinancement et d'essayer de faire ensemble, on a un exemple au sein d'un esprit de famille qui est le Cercle Éducation, où là, il y a une dizaine de fondations qui ont choisi de travailler ensemble, de choisir ensemble une association qu'elles vont soutenir et accompagner pendant 2 ans. On a eu une visio hier, justement, où on a mis en valeur ce partenariat qui est assez exemplaire et faire travailler des fondations ensemble, c'est pas si simple que ça. En tout cas, les faire
cofinancer, co-construire ensemble. C'est extrêmement compliqué. Mais voilà, c'est un groupe assez exemplaire. On espère au sein d'un esprit de famille qu'il va se développer. Deux autres sujets qui ont été abordés, la gouvernance, c'est un sujet qui nous préoccupe au sein d'un esprit de famille. Alors on a des groupes de réflexion, on a par ailleurs un partenariat avec l'IFA et puis la chaire philanthropie de l'ESSEC qui est en train de faire une étude sur la gouvernance des fondations familiales. Je crois qu'effectivement gouvernance des fondations mais aussi gouvernance des associations, c'est deux sujets absolument fondamentaux. Et pour les fondations, je pense que ça participe de la transparence qu'on doit absolument avoir. Donc on doit avoir une gouvernance la plus irréprochable possible. Et enfin, sur l'impact et le professionnalisme, c'est évidemment des sujets qu'on traite. On a un groupe impact au sein d'un esprit de famille et la volonté, on se rend bien compte que plus ça va, plus les philanthropes ont évidemment cette notion d'impact et qui est un guide pour leur stratégie de soutien des associations. Voilà, et cette réflexion sur l'impact est évidemment essentielle, surtout avec des philanthropes qui sont de plus en plus jeunes et qui viennent évidemment souvent du monde de l'entreprise. Voilà ce que je pouvais apporter. En tout cas, les débats de ce matin sont très riches et j'espère que ça donnera lieu à d'autres webinars et d'autres alliances entre nous. Merci. Merci Tessa. On voit vraiment on a des points de convergence forts. Et donc, webinaire, oui, mais aussi travaux ensemble. Donc, merci en tout cas de ces points de partage qui sont extrêmement importants. Vous pourrez revenir sur tous les termes. Donc, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Ce que je vous propose, bon, chacun d'entre vous va évidemment avoir un petit mot à la fin, y compris Suzanne. Florian, je sais qu'il reste encore une question à creuser un petit peu, celle de l'évaluation. Donc, on va le faire. Donc, ce que je vous propose, c'est que Florian, vous prenez vraiment 2-3 minutes sur cette question-là, mais rapidement. Marie-Bernard Delhomme, qui avait posé une question qui pourra peut-être réagir juste après Florian, et ensuite on donne la parole à chacun de vous en une minute de conclusion. Donc d'abord Florian et Marie-Bernard qui se préparent si elle en est d'accord. Merci Isabelle. Oui, sur la question de l'évaluation, on a parlé de production de valeur et d'impact. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que ce sont deux termes qui peuvent parfois être un peu mis en tension. Ce qui nous est beaucoup remonté à l'Institut sous l'angle d'un besoin de connaissance, c'est de travailler sur les dispositifs d'évaluation avec un besoin qui s'exprime finalement pour s'émanciper de dispositifs d'évaluation qui sont un peu subis par le monde associatif, qui sont un peu descendants et plus destinés finalement à justifier ou oui c'est ça, à justifier de sa valeur et l'expression qui nous a été faite, je trouve intéressant de la partager avec vous, c'est-à-dire que l'outil d'évaluation peut aussi ne pas être qu'un outil de justification de sa valeur pour débloquer, je le dis un peu en simplifiant, débloquer la dernière tranche du financement, mais que ça peut aussi être un outil de révélation de la valeur. Mais que pour ça, il faut que l'outil soit approprié par l'association, voire qu'il soit construit par l'association, qu'il soit placé sous sa gouvernance et qu'il soit destiné à nourrir le projet associatif, nourrir la planification stratégique de l'association. Mais du coup, c'est un peu un renversement de paradigme et je trouve que les fondations seraient extrêmement bien placées pour promouvoir des dispositifs d'évaluation qui soient co-construits avec les acteurs ou promouvoir des dispositifs d'auto-évaluation au service des gouvernances et des projets associatifs. Merci beaucoup. Ce sont vraiment des sujets sur lesquels on travaille de façon très, très affinée également. Marie-Bernard Delhomme est en mécénat de compétences auprès d'IDEAS et elle a été travaillé à beaucoup de chantiers de façon très énergique, notamment sur le nouveau guide que vous connaissez bien maintenant et qui est accessible et sur lequel on a encore des projets d'ailleurs qu'on vous dévoilera à l'automne. Et puis sur l'autodiag. Marie-Bernard, tu voulais réagir donc quelques minutes avant la conclusion par chacun. Merci.
Oui, merci Isabelle. D'abord, bravo et merci pour la richesse effectivement de ces échanges. Je suis beaucoup plus béotienne que nos intervenants, mais j'en fais mon miel aussi et en tant que présidente aussi d'une association labellisée, je vois bien toutes les problématiques qu'on a évoquées. J'avais réagi effectivement tout à l'heure sur la notion de l'opposition frais de projet, enfin, et frais de fonctionnement et sur l'inéligibilité fréquente des frais de fonctionnement dans la reconnaissance donc des philanthropes. Et en fait, de manière plus générale, ce que je voulais évoquer, c'est qu'au fond, et ça a été évoqué par les panélistes, et il faut que nous acceptions, dans un certain nombre de cas, de jouer le jeu, et c'est un jeu, hein, très clairement, du langage des entreprises et des fondations, donc surtout donc les fondations d'entreprises, parce qu'au fond, elles-mêmes, quand on gère des projets au sein de ces entreprises, on a le même problème de reconnaissance de ce que l'on appelle à ce moment-là les soft heroes, et donc on a si on utilise les mêmes mots qu'eux, et si, vous l'avez évoqué, dans la recherche, on trouve le moyen de vulgariser un certain nombre de choses pour se rapprocher de leur langage, on a après, à ce moment-là, des ouvertures pour faire reconnaître, y compris par exemple les frais de fonctionnement, pour revenir sur quelque chose de très terre à terre. Mais de manière générale, je pense qu'il faut qu'on accepte cette proximité de langage, même si ce n'est pas le nôtre, pour arriver à cela. Et je prendrai un exemple alors, très pratique qui sort du monde de l'entreprise. Le succès aujourd'hui des cagnottes vient notamment de cet élément-là, c'est-à-dire la proximité de langage entre celui qui promeut la cagnotte et le donateur. Et au fond, apprenons de cela, avec tous les défauts que ça a par ailleurs, du fait que, comme vous l'avez évoqué, on se retrouve avec une grande horizontalité. Mais je pense qu'on est condamné à jouer le jeu tout en sachant que c'est un jeu. Merci. Bon, merci de cette vision optimiste. Qu'est-ce qui veut intervenir? Peut-être Suzanne, tu veux faire un petit mot de la fin avant qu'on le partage auprès de tous? Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais ce qui m'a réjoui, et je remercie vraiment nos trois intervenants aujourd'hui, c'est de voir alors c'est peut-être assez banal, mais la complémentarité de vos interventions et de vos points de vue. Et j'ai envie de plagier le titre d'une conférence de la Fonda qui, sur cette thématique justement de comment mieux penser l'évaluation, comment repenser la mesure d'impact qui peut être subie au lieu d'être vraiment portée de façon très proactive. Et finalement, la Fonda avait intitulé sa table ronde « Mieux penser la valeur pour défendre nos valeurs ». Et je pense que c'est ce que nous avons essayé de faire ce matin, chacun porté par la même ambition de contribuer en fonction de là où on parle à l'intérêt général, mais au travers de cet objectif commun et de cette ambition commune de servir l'intérêt général, chacun avec évidemment son dispositif, sa posture, et derrière tout ça, un système de valeurs à défendre, mais pour le défendre, il faut déjà commencer par le connaître, et c'est bien ça ce qui nous a aujourd'hui réunis, cet enjeu de connaissance de ces systèmes de valeurs qui subissent en fonction des époques et des moments historiques diverses influences. Et aujourd'hui, je pense qu'on est justement à un moment historique de bascule où la connaissance du fait associatif, la connaissance du fait philanthropique peut permettre de faire évoluer les perceptions que l'on a et de façon plus large, je l'espère, au-delà de notre cercle et de notre écosystème qui est aujourd'hui rassemblé. En tout cas, c'est vraiment ça l'enjeu. Tout à l'heure, Kaïs Marzouki parlait de débats présidentiels. On rêve tous que les échanges que nous avons eus ce matin puissent être portés au-delà de notre cercle et en tout cas au travers de débats politiques plus large. Voilà ce que j'avais envie de faire passer comme message. Et merci en tout cas à tous les intervenants pour ce que vous avez porté comme intention et comme ambition. Merci. Merci Suzanne. IDEAS fait partie de la coordination générosité qui regroupe un certain nombre d'acteurs du secteur et du groupe de réflexion, le G10. Donc à travers, on espère collectivement, effectivement, porter un message qui soit accessible dans tout ce qui va circuler autour de cette année de campagne, mais on essaye d'avancer aussi ensemble.
Kaïs Marzouki, peut-être un petit mot de la fin en espérant que vous serez notre relais au sein du LCVA, bien sûr, et puis au-delà. Merci. Merci à vous, Madame la Présidente, Madame la Déléguée Générale. Chers amis, au fait, un mot rapidement pour revenir un peu sur ce que disait Marie-Bernard tout à l'heure et ce que je disais moi-même dans mes propos, c'est-à-dire qu'il faut toujours maintenir la pression, c'est-à-dire il faut toujours challenger les pouvoirs publics, être toujours là comme aiguillon par rapport aux pouvoirs publics. Je voulais quand même à ce propos évoquer la question de la relation entre la recherche et les associations, qui est un élément central dans ce que nous avons discuté aujourd'hui, pour vous dire que à l'époque, enfin il n'y a pas très longtemps, quand je dis à l'époque, on dirait que je parle de la guerre de 14, mais c'est Gabriel Attal avait lancé un certain nombre de mesures pour soutenir les associations. Une de ces mesures-là était de faire le lien, la jonction entre la recherche justement et les associations. Ce n'est pas suffisant, donc ça a trouvé une traduction effective par la mise à disposition de FONGEP. Donc je crois que c'est la deuxième ou la troisième année cette année, la troisième année donc d'un appel à projet, même si je sais que les associations n'aiment pas trop ce terme-là, pour justement soit faire la jonction, soit créer des alliances autres, etc. Donc, pour vous dire que de toutes les façons, c'est toujours en étant un aiguillon des pouvoirs publics, les pouvoirs publics font un certain nombre de choses, mais il faut toujours maintenir la pression. Et la pression ne se dirige pas, enfin, n'est pas à diriger donc vis-à-vis uniquement des pouvoirs publics. Il y a tout un tas de personnes, d'instances, d'institutions qui peuvent aussi intervenir. Je pense notamment, bien évidemment, aux entreprises, je pense au mécénat, je pense aux individus eux-mêmes par l'intermédiaire du don de temps, du don d'argent, tous ces éléments-là qu'on a discutés. Et je voulais justement remercier tout le monde pour nous avoir supportés ce matin et Florian et Céline surtout pour leur intervention qui m'ont aussi beaucoup éclairé. Merci à vous, merci à tous. Merci. On va vous donner la parole, Florian et Céline, pour une brève intervention. Juste deux petites choses. Donc, ça circule dans le chat. Donc, le webinaire sera accessible très rapidement sur le site IDEAS et on va même aller au-delà. Donc, je en profite pour citer Sophie Seroussi qui agit aussi bénévolement pour IDEAS de façon très compétente et très professionnelle et qui va repérer des moments clés qu'on va essayer de rendre accessibles dans des formats courts dans quelques temps, le temps de le préparer. Donc, merci Sophie par avance. Et je rebondis sur un point tout à l'heure, j'ai oublié de le signaler. IDEAS travaille également dans le groupe de travail réuni autour de l'IFA, qui est co-présidé par Mireille Faugère, un Cour des comptes que je connais bien, et puis Nicolas Truel, le délégué général de Auteuil, et on travaille activement à travers, avec Catherine Elaroni, également engagée bénévolement. Voilà, donc encore des points de convergence. Pardon, je m'arrête là. Donc, Florian et puis Céline pour le dernier mot. Écoutez, un mot très bref, mais pour en tout cas effectivement vous remercier et remercier IDEAS d'avoir mis à l'honneur la question de la connaissance parce que c'est un enjeu majeur pour l'avenir du monde associatif, pour le dialogue entre philanthropie et association et aussi à court terme pour comprendre aujourd'hui les leviers de la résilience pour les acteurs parce que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. L'Institut a été pensé comme une plateforme à disposition du monde associatif et du monde de la philanthropie. Aussi une plateforme de diffusion de la connaissance. J'ai pas insisté sur ce point, mais merci à Céline d'avoir insisté sur ça. Les travaux de recherche qui sont soutenus par l'Institut seront, je parle au futur parce qu'ils sont encore en cours, mais seront disponibles et de façon synthétisée et vulgarisée pour le monde associatif sur notre site internet. On va organiser des webinaires aussi de dissémination et des rencontres territoriales ou en webinaire
à l'avenir. Et puis, puisque Chantal Bruno est dans les participants, nous avons avec Chantal lancé un chantier pour recenser l'ensemble l'ensemble des ressources de connaissances, l'ensemble des ouvrages de référence, des thèses de mémoire et de master, les travaux des observatoires, etc., pour à terme les mettre à disposition à la fois des chercheurs, c'est très riche pour eux, mais aussi pour le monde associatif. Donc ça, c'est une chose qui est importante. Et puis en tant que plateforme, voilà, moi, c'est un peu mon mot de la fin, c'est de dire que on est aussi à votre disposition. Donc il y a des besoins à adresser qui sont adressés de façon très collective et nos programmes de recherche sont conçus comme des fonds mutualisés. Il y a aussi des besoins qui peuvent être plus thématiques ou plus limités. Donc nous avons lancé 2 premiers groupes de travail sur l'histoire et sur la gouvernance. Et je pense que ce sera d'ailleurs intéressant de croiser. J'ai entendu plusieurs cercles qui réfléchissent aussi à ces questions. Donc, on sera à disposition pour vous partager nos travaux. Et puis là, on va cette année lancer un groupe sur les modèles socio-économiques et la création de valeur, sur le fait associatif et les territoires. Et puis un peu plus tard, sur le fait associatif en Europe. Donc, je serais ravi de revenir dans votre cercle pour vous partager nos résultats. Et je vous dis à très bientôt. Merci Florian. Céline? Oui, très rapidement, évidemment, merci aussi de m'avoir convié à participer à ce webinaire accompagné de Caïs et Florian que j'ai eu plaisir à rencontrer, à écouter. Moi, je suis très heureuse que tout ce qui s'est dit ce matin ait été aussi concret et pragmatique parce que à l'heure où de nombreuses associations vont avoir à se relever de cette crise qui n'est pas tout à fait derrière nous du reste, la manière dont le couple philanthrope association va devoir demain s'incarner et agir devra plus que jamais être lui aussi concret et pragmatique et s'appuyer sur une meilleure connaissance. Et donc, je trouve de bon augure qu'on se soit dit toutes ces choses ce matin dans ce contexte. Merci pour toutes ces pistes. On a vraiment envie de continuer à travailler ensemble au-delà de cette rencontre. Merci à tous les participants d'avoir été présents, actifs et pour tous les gentils messages que je lis en diagonale. Merci bien sûr à l'équipe IDEAS, Suzanne, Sylvie, Marie-Bernard et tous ceux qui sont pas très loin, et surtout à tous nos conseillers bénévoles qui interviennent de façon extrêmement engagée. Je dois dire, et là, bien sûr, j'adresse mes félicitations à IDEAS, mais vraiment au-delà au monde associatif, je trouve qu'on a vraiment dans cette année de confinement, on s'est adapté avec une très grande agilité à un nouveau mode de travail, le travail à distance. On avait en tout cas IDEAS tous nos documents dématérialisés. Il n'y a pas eu de rupture de charge. Évidemment, ça a été compliqué, on connaît tous les difficultés du confinement, etc. Mais dans l'activité, on n'a rien décalé, on n'a rien reporté, on a maintenu nos échéances, on a maintenu nos réunions. Donc, je rends hommage à Suzanne pour avoir piloté tout ça avec beaucoup de bienveillance, mais beaucoup d'efficacité comme toujours. Et je crois, de ce qu'on voit de nos interlocuteurs et partenaires, ça a été très semblable. Donc, voilà, je ne ferai pas de comparaison, mais je pense qu'on n'a pas à rougir vraiment de l'expertise qui s'est aussi manifestée au-delà de l'activité opérationnelle, bien sûr, mais dans l'organisation. Je suis très admirative également de ça parce que, voilà, en termes de moyens, on n'a pas bougé, on a fait avec ce qu'on avait, mais on a beaucoup appris aussi. Voilà, donc continuons à apprendre ensemble, à travailler ensemble et à essayer d'offrir une réponse la plus collective possible, je crois, à tous ces enjeux, parce que la matière, elle est là, et pour se rendre visible, on va certainement le constater au cours de cette année de campagne, on a vraiment intérêt à être synthétique, clair et ensemble. Donc c'est peut-être le mot de la fin. Vous êtes en tout cas les bienvenus à IDEAS de près ou de loin, et on espère bientôt de près. Bonne journée à tous. Merci. Merci Isabelle. Merci à tous.